Éric Nolot, bonjour. Christophe Barbier, bonjour. Vous publiez aux éditions Léo Cher « La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon ». Ça fait allusion bien sûr au fameux « La République, c'est moi » qu'il avait brandi devant un policier lors de la perquisition des locaux de son parti à l'automne 2018. Je vais rentrer dans le vif du sujet ici sur Radio J. Il est antisémite. LFI est antisémite, disent nombre de leaders politiques. Oui. C'est acté pour vous ? Je le dis, non seulement LFI est antisémite, non seulement Jean-Luc Mélenchon est antisémite, mais on assiste à un spectacle effarant, c'est-à-dire l'émergence d'un parti qui a érigé l'antisémitisme comme outil de conquête du pouvoir. Je trouve que ça se fait dans une indifférence vraiment coupable de la part du reste de la société. Alors vous montrez le contraste entre le Mélenchon d'avant jusqu'en 2012-2015 environ, qui disait que l'islamophobie c'était finalement un concept qui était fumeux, et puis cette conversion à l'islamo-gauchisme. Vous dites c'est uniquement un calcul électoral. Est-ce que vous irez plus loin aujourd'hui pour dire non, c'est aussi une conversion profonde, une conviction ? Eh bien, je ne crois pas. Je crois que ça relève à 90% du cynisme parce que mon titre est à prendre au sens littéral. La République, c'était lui. C'était un républicain pur et dur et il avait des propos sur l'islamisme d'une dureté incroyable. Le voile, un chiffon sur la tête, une femme qui se voile, c'est vraiment obscène, etc. Et un jour, il a eu une illumination. Comment avoir les voix qui lui manquaient ? Aller draguer les islamo-gauchistes là où ils sont, dans les quartiers, dans les banlieues. Donc, en réalité, je ne pense pas qu'il ait changé d'opinion. Simplement, il a compris où se trouvait son salut électoral. Sachant que cet électorat-là, il s'abstient, et cet électorat-là, il rejette Mélenchon et les partis de la France classique comme tous les autres. Oui, mais c'est un pari. D'après Éric Coquerel, il a manqué 400 000 voix. Ces 400 000 voix, elles sont trouvables. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez le paquet, vous mettez sur votre liste aux européennes une femme qui réclame la Palestine du Jourdain à la mer, c'est-à-dire la disparition d'Israël. Vous envoyez tous les signes de soumission. C'est un paradoxe pour la France insoumise, tous les signes de soumission à l'islamo-gauchisme en espérant que ça passera. Moi, je pense que le pari n'est pas perdu d'avance, hein. Il faut être extrêmement vigilant. Ça vient d'un peu plus loin, et peut-être même de très loin. Un peu plus loin, c'est 2012, Terra Nova, la note que vous rappelez. Oui. Bon, les classes populaires sont moins nombreuses et elles votent Le Pen. Eh bien, investissons toutes les minorités, toute la diversité, dont évidemment ces banlieues de l'islam. C'est cela aussi qu'a lu, qu'a compris, qu'a appliqué Mélenchon ? Mélenchon a mis en pratique la théorie de Terra Nova. Terra Nova, un cercle de réflexion proche du Parti socialiste, fait le constat un jour que le peuple vote mal. Il vote pour le Rassemblement national, enfin le Front national à l'époque. Donc, il faut dissoudre le peuple et trouver un peuple de remplacement. Où ça ? Dans les banlieues, chez les islamo-gauchistes, dans les minorités sexuelles, chez les femmes, etc., etc. Et puis chez les bobos décérébrés qui, avec les islamo-gauchistes, avec plutôt les islamistes, font partie maintenant des troupes de Jean-Luc Mélenchon. Donc, en fait... Terra Nova a mâché le travail pour M. Mélenchon et maintenant il vient récolter ce que Terra Nova avait semé. Sur l'antisémitisme, est-ce que la racine n'est pas plus profonde ? Vous expliquez bien, page 84, que Jaurès était d'abord anti-Dreyfusard, qu'on a toute une gauche anticapitaliste qui assimilait le capitalisme à la finance, donc aux juifs. Ça aussi, ça pèse dans l'idéologie d'aujourd'hui. Oui, c'est le retour du refoulé. On a oublié, parce que l'antisémitisme a été utilisé par l'extrême droite, pire que ça d'ailleurs, par le nazisme, etc. On avait fini par oublier qu'il y a un antisémitisme de gauche très très virulent, même à travers des figures aussi célébrées que celles de Jaurès. Et ce refoulé est venu s'ajouter au calcul électoral et au cynisme. Donc il y a quand même un fond d'idéologie à gauche, pour ce qui est dans l'antisémitisme, qui est quand même très préoccupant, parce que je pense qu'on n'en a pas pris l'exacte mesure. Et vous allez très loin, page 104, vous dites qu'il faut les appeler collabos avec cet islamisme, en citant notamment leur position sur la baya ou les réserves sur la manière dont enseignait Samuel Paty. Écoutez, il n'y a pas d'autre mot. Quand comment s'appelle-t-il, Alexis Corbière dit que Samuel Paty, en fait, le problème, c'est qu'il faisait mal son travail. Vous appelez ça comment ? Ce qui est encore bien pire, quand on vous explique que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, comment vous voulez ne pas qualifier ces gens-là de collabos ? Ce sont des collabos du pire. Simplement, ils collaborent avec l'idéologie d'aujourd'hui. En d'autres temps, ils auraient collaboré avec l'idéologie qui aurait été en vogue. Leur idée, c'est un peu comme les communistes iraniens avant 79, c'est on manipule les barbus, les islamistes pour prendre le pouvoir, puis après on les évincera et on fera de la laïcité. Oui, vous avez vu comment ça a tourné. Ça tournera de la même manière. Ce qui est assez drôle, enfin c'est de l'humour noir, hein, croyez-moi, hein, ça me fait pas rire au fond. Enfin, il est évident que quand vous voyez des manifestations d'homosexuels pour le Hamas,
il y a de quoi hurler de rire. Parce que si le Hamas arrivait définitivement au pouvoir, disons, dans un autre pays en France, ces homosexuels seraient les premiers à se faire égorger. Et tous les gentils supporters de Mélenchon qui défilent contre Israël et pour le Hamas seront les premiers à se faire égorger par les barbus. Donc il y a quelque chose d'un rire tragique dans cette situation. Moi, je préfère dénoncer ça pour ne pas avoir à en rire plus tard. C'est la grande confusion stupide des intersectionnels. Penser que toutes les minorités vont s'associer alors qu'elles se haïssent. Elles se haïssent. Et d'ailleurs, vous savez, ça commence à craquer. Il y a des manifestants pro-homosexuels ou alors en faveur de l'avortement qui se font agresser par des islamistes. Or, ils sont censés se retrouver dans les urnes au service de la France insoumise. C'est peut-être l'espoir le plus vif, à savoir que peut-être tout ça va exploser. Cette stratégie de la banlieue qu'on manipule, qu'on amène vers un vote révolutionnaire, cet islamo-gauchisme, on le voit à travers de l'attitude de Mélenchon lors des émeutes de juin 2023. Cette espèce de soutien tout en leur disant à brûler les abribus mais pas les bibliothèques et pas les écoles, ça ressemblait à cela? Oui, c'est la stratégie du pire, c'est-à-dire la bordélisation qui va jusqu'à l'incendie, en effet. Et encore, l'école, il a mis du temps à condamner. Lui, je crois qu'il est fils d'instit. Pas brillant, hein. Je crois qu'il a même mis du temps à condamner l'incendie des écoles. Après, il leur a dit, oui, alors bon, les écoles non, mais continuez à brûler le reste, parce que simplement, il y a ce vieux fantasme révolutionnaire, au fond. Ces gens-là vivent moins d'ailleurs sur le souvenir de 1789 que de 1793. Et ils pensent que le pouvoir, si vous ne l'obtenez pas dans les urnes, vous l'obtenez dans la rue. D'ailleurs, ils jouent sur les deux tableaux. Vous avez vu, bordélisation à l'Assemblée nationale, et quand ça suffit pas, bordélisation dans les rues. Non, ils sont profondément, non seulement anti-républicains, anti-laïcs, mais anti-démocrates. Et antisémite, évidemment. Vous en faites de cet attachement à la terreur, vous faites un lien avec le 7 octobre dernier. Vous dites avoir, sur le 7 octobre, pris les positions qui étaient celles de LFI. C'est la tradition célébrée avec ferveur par les insoumis de ce fleuve de sang qui s'appelle pour eux le cours de l'histoire. Mais c'est pas à vous que je vais apprendre, vous êtes un féru d'histoire. Toute cette gauche s'est toujours fourvoyée avec les bourreaux. Nous a justifié le maoïsme et ses dizaines et des centaines de millions de morts. Les Khmers rouges. Voilà, les Khmers rouges, le stalinisme et même le léninisme, qui, moi je fais pas de grande différence il y a une continuité entre les deux. La Révolution française jusque dans ses excès en disant, écoutez, la fin justifie les moyens. Et les moyens, tout est bon, c'est-à-dire le meurtre, l'incendie, l'émeute, etc. C'est une tradition qui s'est fourvoyée dans un romantisme noir et sanglant. Et M. Mélenchon, qui se prend vraiment pour un révolutionnaire de 1789, ou plutôt de 1793, j'y reviens, est tout à fait fourvoyé dans cette tradition avec M. Corbière et bien d'autres. D'ailleurs, il célèbre la République le 20 septembre, donc celle de 92, et pas le 4 septembre, celle de 1870. Non, mais de toute façon, tout cela est cohérent, hein, vous savez. Alors, vous faites, dans ce calcul de la fin qui justifie les moyens, vous faites une projection stratégique intéressante, et que je partage. Mélenchon sait très bien qu'il ne sera pas élu président de la République, mais en étant au second tour face à Marine Le Pen, il est sûr que Marine Le Pen va être largement élue, au moins 2/3 des voix, et il en attend une insurrection dans le pays. Et donc l'arrivée au pouvoir après, par la rue. Bien sûr, mais ça, ce serait parfait. Il pourra défiler toute la journée contre le fascisme, qui le verra représenté en Marine Le Pen. Donc son goût pour la bordélisation et la révolution, enfin la révolution au petit pied, hein, par rapport aux révolutionnaires Robespierre, etc. C'est quand même une figure très mineure, monsieur Mélenchon, quoi qu'il ait une haute opinion de lui-même. Et ensuite, oui, pourquoi pas, arriver au pouvoir par la révolution, par l'émeute, par l'assaut contre l'Élysée. Ce serait un fantasme formidable pour un vieillard sénile, parce qu'il devient de plus en plus sénile, je trouve, monsieur Mélenchon. Ce serait vraiment un dernier rêve exaucé, oui. Est-ce qu'il y croit vraiment? Parce que quand on regarde l'alliance bolivarienne à laquelle il voulait s'associer, c'est quand même une série de ratés internationaux. Oui, mais ça, c'est le principe de réalité. Là, on parle de quelqu'un qui ne croit que dans les principes de l'idéologie et du fantasme. L'alliance bolivarienne plutôt que l'Union européenne, avec comme pays observateur l'Iran. Enfin, écoutez, si personne ne comprend, personne ne comprendra jamais. Vous accordez de nombreuses pages audacieuses à la figure de Sofia Chikirou, donc l'entourage le plus proche de Jean-Luc Mélenchon, sa compagne, vous le dites, elle était là le jour de la perquisition, mais aussi une femme d'affaires. Est-ce que ce n'est pas ça qui va perdre la France insoumise? Ça, c'est possible. Parce que M. Mélenchon et Mme Chikirou ont droit à une vie privée, ils ont le droit d'avoir une relation. Hein. Moi, c'est pas moi qui m'en mêlerai. J'ai même pris leur défense quand il s'est fait paparazzer, qu'on leur foute la paix. En revanche, Mme Chikirou, qui est la compagne de Jean-Luc Mélenchon, était à la fois sa directrice de campagne et celle qui fournissait les prestations
de cette Elle se campagne. commandait à elle-même. Voilà, Sofia passait des commandes à Chikirou. Chikirou remerciait Sofia. Moi, je trouve, et je ne suis pas le seul, la justice apparemment trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu louche et qu'il va falloir éclaircir. Ils sont là, les rendez-vous avec la justice, Ah. sur les assistants parlementaires et sur d'autres dossiers. Ça arrive. Et moi, ce que je dis, c'est que j'aurais préféré que Al Capone tombe pour ses crimes. Il est tombé pour fraude fiscale. Ça peut servir. Ça peut servir, et si l'histoire se répète, si l'histoire bégaye, c'est pas moi qui m'en plaindrai. Il peut y avoir aussi de l'intérieur de LFI un sursaut républicain, avec des guillemets. Vous croyez à François Ruffin ? Non, je ne crois pas au sursaut républicain parce que je crois qu'ils sont à peu près tous sur la même ligne et que, en fait, les seules fois où ils se révoltent, c'est qu'ils ont été écartés du premier cercle de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout ce qui les motive. Quant à François Ruffin, si vous voulez, c'est un peu un danseur de tango, quoi. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Dès qu'il a il émet une petite insolence, il y a Madame Chikirou qui arrive et qui lui dit « Attention, pampan cucu », et il fait le lendemain une autocritique à la stalinienne maoïste. Je dois travailler beaucoup plus les dossiers, je regrette. En effet, ce n'est pas la ligne du parti. On se croirait revenu au procès de Moscou, aux grandes autocritiques du maoïsme. Un dernier trait psychologique de ce Jean-Luc Mélenchon. Marseille 2018, il vient de tenir des propos mais assassins sur Emmanuel Macron et il le croise sur la Canebière. Et là, il est toute déférence, toute révérence devant le président. Qu'est-ce que ça nous dit de lui ? Ça dit que c'est une grande gueule en mots et en actes, il est d'une immense lâcheté. Un tigre de papier, on a tort d'avoir peur ? Un tigre de papier, moi je n'aimerais quand même pas que les faits nous invitent à vérifier si au pouvoir il resterait un tigre de papier. Il faut se méfier des tigres de papier. Les lâches, quand ils arrivent au pouvoir, c'est parfois les pires dictateurs. Un dernier point, et là on va pas être d'accord. Vous dites dès les premières pages, page 23, c'est un mauvais orateur, il utilise des grosses ficelles. Ah quand même, le tribun Mélenchon, ça chauffe les salles quand même, il sait faire. Ça chauffe les salles parce que, cher ami, excusez-moi d'être un peu radical, mais enfin vous savez que mon pamphlet est un peu radical, je pense qu'il profite de l'effondrement d'abord du niveau intellectuel général et ensuite du manque de mémoire. Quand on a vu les vrais grands orateurs, pas ceux que s'efforce de singer M. Mélenchon, quand on a vu Mitterrand qu'il singe par beaucoup de côtés, on s'aperçoit que M. Mélenchon est un orateur de préau d'école. Voilà. Alors évidemment, comme notre époque est une époque d'abaissement, on a l'impression que c'est un géant, mais enfin écoutez, c'est plutôt un nain qui essaye de s'inspirer de Gulliver du passé. Vous aviez accordé un essai à Sandrine Rousseau, La faute à Rousseau. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'elle n'est pas l'héritière possible ? Récupérer cette radicalité et la verdir et la féminiser ? Oui, je crois que c'est possible. C'est pour ça que j'avais commencé par elle. Mais là, il était urgent de faire feu sur le quartier général, c'est-à-dire sur Mélenchon. Mais elle fait partie de ceux qui pourraient, celles en l'occurrence, qui pourraient reprendre ce flambeau. À part que son féminisme la gêne un peu aux entournures, parce qu'en effet, quand vous soutenez à la fois le féminisme et le régime iranien, et le Hamas, c'est un peu compliqué. Elle a l'air de se sentir un peu mal à l'aise. Mettons ça à son crédit, il n'y a pas grand-chose à mettre dans ce chapitre. La République, c'était lui. C'est aux éditions Léo Cher, Éric Nolot. Merci à vous. Bonne journée.